Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents ici pour cette conférence très rapide sur le rôle des UX designers. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Yuna Orsini et je suis responsable UX. Et moi, c'est Daniela Peñaranda et je suis responsable de design. Avec Yuna, on travaille depuis très peu chez Pool, qui est une start-up bordelaise qui facilite l'accès au contenu du média. Donc, Yuna et moi, on est responsable de définir, de construire et d'améliorer l'expérience d'utilisateur de nos produits et de nos services. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a de la chance de faire ce métier, car il y a bien un constat qui met tout le monde d'accord, et c'est que les UX designers sont des profils de plus en plus recherchés. Les échos, ils parlent d'une augmentation de 30% de la demande chaque année. Donc, ça veut dire que c'est un métier qui est de plus en plus connu et qui attire l'attention du grand public et aussi des nouvelles générations, comme les étudiants. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un UX designer ? Il y a un diagramme très connu qui place les missions de UX designer entre trois grands axes, le design, le business et le prototypage. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a autant de définitions de métiers de UX design comme de profils de UX designer. Par exemple, moi, je suis plutôt dans le design et le prototypage, et Yuna, elle est plutôt dans le business et le prototypage. Et ça ne nous empêche pas de travailler ensemble, d'avoir chacune ses idées sur chaque partie, et de finalement avoir une vision plus globale de l'expérience d'utilisateur. Sinon, il y a un autre diagramme qui nous dit que la mission la plus importante d'un UX designer, c'est de créer de la valeur. Et comment un UX designer peut créer de la valeur ? En fait, on travaille sur toutes les facettes de création d'un produit, d'une expérience ou d'un service, et on fait en sorte que ces produits, ou ces services, ou cette expérience soient désirables, trouvables, crédibles, accessibles, utilisables et utiles. Alors ici, on parle bien de créer de la valeur et non pas simplement de créer des maquettes graphiques, des maquettes d'interface, ce qui est malheureusement souvent interprété comme étant la mission d'un UX designer. Nous, on sait que notre mission, elle va bien au-delà. Disons qu'elle commence en amont, elle termine en aval et elle est liée à des défis assez énormes. D'ailleurs, les grands businessmen de ce monde sont plutôt d'accord avec nous. On a trouvé des statistiques assez intéressantes sur le sujet. La première nous vient de Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon. Et Jeff Bezos, il a indiqué que pendant la première année d'existence d'Amazon, il avait investi 100 fois plus dans l'expérience client et dans l'expérience utilisateur que dans la publicité. De son côté, Joe Gebbia, qui est un des cofondateurs d'Airbnb, a estimé que l'UX, c'est la seule raison pour laquelle sa start-up a fonctionné. Sa start-up est passée proche de l'échec pour finalement être valorisée 10 milliards de dollars, à savoir qu'aujourd'hui, elle est même valorisée à 30 milliards de dollars. Ensuite, il y a un autre chiffre qui nous est donné par une étude Forrester assez récente et qui nous dit que si on a un bon design UX, on va pouvoir multiplier nos taux de conversion par 5. Et enfin, le dernier chiffre qu'on a sélectionné nous vient de Robert Pressman. Robert Pressman, qui est un ingénieur, il a publié plusieurs livres et dans un de ses bouquins, il explique que chaque dollar qu'on va investir dans l'UX va pouvoir générer un retour sur investissement de 10 à 100 dollars. Donc, pourquoi il dit ça ? Parce qu'en fait, si on trouve un problème assez tard dans le process de développement d'un produit, ça va coûter super cher à régler. Alors que si on le trouve en amont, ça va nous coûter finalement moins cher, donc dans la phase UX. Tous ces chiffres, en fait, ils sont plutôt difficiles à calculer et à prouver, mais finalement, ils sont représentatifs d'une tendance plus globale, qui est de dire qu'il faut faire attention à la qualité de ce qu'on propose. Et d'ailleurs, il y a un référentiel qualité assez connu. Si vous étiez là l'année dernière, peut-être que vous en avez entendu parler, Opquast. Opquast dit qu'il faut faire attention au coût exorbitant que peut représenter la non-qualité, c'est-à-dire la non-attention apportée à la qualité de ces interfaces, de ces produits. Alors ces chiffres, ils sont super impressionnants.
Quand on regarde ça, bon, finalement, on se dit, l'UX, c'est peut-être une formule magique pour être sûr de réussir à coup sûr un projet business, comme une recette secrète. Bon, nous, ça nous fait sourire de dire ça, parce qu'au fond, on est d'accord avec le constat, on est même plutôt enthousiaste, mais là-dedans, il y a quand même quelque chose qui nous chiffonne, c'est qu'on est des UX designers et pas des business managers. Et en tant que UX designer, on est un peu les porte-parole des utilisateurs. Sauf que depuis le début, notre utilisateur, on l'a un petit peu oublié. Et du coup, ça nous amène à nous poser une question. On est sûr que vous l'êtes déjà posé au moment d'agrandir un call to action sur une maquette ou un prototype. C'est pour qui l'UX designer travaille-t-il? Est-ce qu'il travaille pour l'utilisateur qui l'étudie et qui va adresser son service, son produit? Ou est-ce qu'il travaille pour l'entreprise qui le paie et qui a peut-être des intérêts divergents? Vous avez 4 heures pour répondre au sujet. Eh bien, pour répondre à cette question, on va prendre un cas concret, les nôtres. Ce que vous voyez ici, c'était un article de presse en ligne, mais avec le point de vue du lecteur. C'est-à-dire que c'est un article qui est complet, qui est accessible et qui est gratuit. Et ce que vous voyez là, c'est le même article de presse en ligne, mais avec le point de vue du média. Donc ça veut dire que c'est un article qui est inaccessible et qui est bloqué par un paywall. Si vous ne le savez pas, un paywall, c'est un petit encart qui nous empêche de lire tout l'article et qui nous demande à chaque fois de nous abonner. Donc, quand on fait le design d'un accès aux médias, on se demande à qui on va écouter, aux lecteurs qui veulent juste accéder au contenu ou les médias qui vont monétiser les contenus. Et donc, du coup, nous, chez Pool, on a une autre vision. On pense qu'il y a vraiment plusieurs possibilités entre ne pas s'abonner et s'abonner. Et c'est pour ça qu'on a créé des widgets interactifs et intelligents qui proposent aux lecteurs de faire des actions comme s'abonner au newsletter, ou répondre à une question, ou visionner un spot. Et toutes ces actions, ils sont quand même une vraie valeur pour les médias. Donc, même si on prend la vision du lecteur et la vision des médias, finalement, on valorise le journalisme de qualité et on valorise aussi les lecteurs et l'engagement du lecteur et aussi l'intérêt. Donc, cette double valorisation fait que finalement, on va valoriser aussi notre propre entreprise. Alors, Daniela a déjà commencé à répondre à la question au travers de notre exemple, ce qu'on vit au quotidien. Mais pour essayer d'y répondre de manière un peu plus généraliste, ce qu'on pense, nous, c'est qu'on travaille en même temps pour l'utilisateur et pour le business. Du coup, c'est peut-être une réponse un petit peu bateau, mais c'est une réponse qui est honnête et réaliste par rapport à peut-être 99% des designers qui n'ont pas la chance peut-être de vivre purement d'un design au service de la société. Donc, de toute façon, nous, ce qu'on pense, c'est que l'un ne crée pas de valeur sans l'autre. Par exemple, quelle valeur aurait un produit ou service qui a été développé par une entreprise qui n'a jamais pris la peine de s'intéresser aux utilisateurs et à leurs vrais besoins? Et de l'autre, quelle valeur a une attente utilisateur qui est réelle, qui existe sur le marché, mais qui n'a jamais été prise en compte par une entreprise et donc qui n'a jamais été satisfaite par un produit ou un service? Du coup, l'enjeu pour nous, ça va être de trouver un dénominateur commun entre l'utilisateur et l'entreprise. Et pour ça, on va essayer d'identifier ce qui peut créer une sorte d'entente entre les deux, de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Et parfois, pour ça, on doit convaincre une partie ou une autre. Et dans ce contexte-là, on peut se dire que l'UX designer devient un médiateur. Alors, c'est assez logique par rapport à tout ce que je viens de dire que l'UX designer, c'est un médiateur entre l'entreprise et l'utilisateur. Par exemple, quand il doit se positionner aux côtés de l'un et de l'autre pour vraiment comprendre leurs besoins et leurs attentes et déterminer quel est le vrai problème à résoudre, ou quand il doit expliquer à l'un les attentes de l'autre et partager toute la connaissance qu'il a acquise sur un sujet. Mais ce qui est moins connu et ce qui est plus sensible à expliquer, c'est de dire que l'UX designer, c'est aussi un médiateur à l'intérieur de l'entreprise, avec et entre les équipes de travail et la direction. Par exemple, quand il doit convaincre une équipe technique
d'implémenter une solution vraiment beaucoup plus complexe que celle imaginée au début, parce qu'il est persuadé qu'elle va être plus efficace, ou quand il doit expliquer à son patron que finalement il faudrait se positionner sur une autre proposition de valeur qui avait été identifiée au début, parce qu'il pense que cette solution a plus de potentiel. Alors après, pour être honnête, c'est quand même politiquement compliqué de dire que l'UX designer est un médiateur, parce que ça sous-entendrait qu'on fait des compromis, qu'il y a des désaccords peut-être entre les gens, des intérêts potentiellement différents. Du coup, la clé, c'est peut-être de se dire qu'après des dizaines d'années de monopole du business sur la prise de décision, on essaye un peu d'inverser les rôles et de se dire que ce soit l'entreprise qui s'adapte aux utilisateurs. Et peut-être que c'est les découvertes liées aux recherches utilisateurs qui pourraient être source de nouvelles idées business. Et peut-être aussi qu'on pourrait essayer d'activer les équipes de design bien avant juste l'implémentation d'une décision business, et plutôt faire en sorte que ces équipes design intègrent les comités stratégiques. Et pas de panique, pour réussir cette médiation, le UX designer il a des petits secrets. En fait, il utilise des méthodologies assez innovantes et des outils qui vont lui permettre de faire son travail, mais aussi faire la médiation. Si je prends comme exemple le prototype, quand un UX designer fait un prototype, il va chez les utilisateurs, il teste les prototypes, il améliore ses prototypes et après il vient avec les prototypes pour travailler avec les équipes de travail en interne. Donc quand tous ils se mettent d'accord et ces prototypes passent à l'implémentation. Donc ça veut dire que finalement les prototypes ils servent à faire son travail comme je viens de dire, mais aussi à faire la médiation. Parce que finalement, les prototypes, c'est un outil qui finalement est physique et qui va faire que tout le monde peut travailler sur la même base. Donc voilà. Et sinon, on oublie un peu, c'est les qualités personnelles. Le UX designer peut utiliser les qualités personnelles comme des outils, parce que finalement, on sait que tous les métiers ils ont des besoins de qualités personnelles, mais c'est vrai que si un UX designer il doit faire la médiation, il doit développer des qualités type l'écoute, être sociable, la créativité, la communication, bref. Et toutes ces qualités personnelles, plus les méthodologies, plus les outils, ils vont faire que les UX designers, il peut savoir les besoins, et en plus de ça, il peut identifier les solutions et choisir la meilleure solution, celle qui va vraiment convaincre tous les parties. Et qu'on soit d'accord ou pas sur le fait que le UX designer il est un médiateur, on se pose beaucoup de questions sur l'éthique de la profession. Car le UX designer, tout ce qu'il fait a un vrai impact sur le choix de consommation des gens et dans leur vie en général. Merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, des retours, n'oubliez pas de mettre des gommettes, s'il vous plaît, sur le petit papier sur la porte. Et en attendant, sachez que chez Pool, on vient de lever des fonds, on est en pleine croissance et on recherche des développeurs pour intégrer notre équipe. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, on est dispo. Et il y a notre CTO qui est là aussi, donc vous pouvez lui parler. Merci beaucoup.